Concertation nationale, toutes les divergences trouvent apparemment des solutions. Majorité, opposition et société civile s'accordent à évangéliser l'opinion sous l'espérance. Sur 5 thématiques, 4 ont déjà déposé leur rapport synthèse et attendent la grande plénière dès la semaine prochaine. Suite à la levée du cordon sécuritaire autour de la résidence du leader de l'UDPS, Etienne Tshisekedi, Augustin Kabouya, porte-parole adjoint de ces partis, estime que malgré la levée des barrières, cette décision ne met pas fin à la crise politique actuelle née des dysfonctionnements des élections de 2011. Antenne A, le journal Alain Kyuka Mbandi. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à cette grande édition du journal télévisé sur Antenne A. Nous recevons dans ce journal un invité, il s'agit de Jean-Pierre Kambila. Il est cadre de la majorité présidentielle, mais ici il est venu en tant que concertateur. Avec lui, nous parlerons de l'avancement des concertations nationales. Bonsoir Jean-Pierre Kambila. Bonsoir et merci de l'invitation. Nous vous en prions. On le disait tantôt, concertation nationale, ces travaux tendent lentement mais sûrement vers leur terme. Sur 5 thématiques, 4 ont déjà déposé leur rapport synthèse et attendent la grande plénière qui sera convoquée dès la semaine prochaine. En tout cas, majorité opposition et société civile s'accordent déjà à prêcher l'espérance. Éric Kizami et Blaise Lunda. Les assises de concertation nationale touchent petit à petit à leur fin. Pour les délégués participants, ces forums voulus national a produit un travail de qualité pour lequel il faut faire foi. L'objectif de politique est de se mettre d'accord sur les questions qui nous divisent afin de nous consacrer au développement social, éducatif du peuple congolais. Parce que qu'est-ce qu'attend le peuple congolais? Il attend d'avoir une modification dans son panier de ménagère, donc ce qu'il a dans son assiette au quotidien. La foi également dans les chefs de participants de l'opposition politique, cas du mouvement de libération du Congo MLC. Et moi j'ai foi en nos travaux. Je pense que ces travaux atterriront de la bonne manière. L'évocation que vous faites de la commission gouvernance et démocratie, j'en fais partie, est en partie fondée. C'est vrai qu'il y a eu des problèmes, mais ces problèmes sont dépassés. Ces problèmes sont dépassés et aujourd'hui nous tendons vers un accord collectif sur les résolutions. La jeunesse qui y prend part est heureuse de partager cette expérience. Déjà, se réunir en adultes prouve que ça ira pour le mieux demain. Ça valait la peine. Je pense que ça a été, disons, une merveilleuse opportunité de pouvoir réfléchir de manière objective et se poser la question de savoir d'où nous venons, où nous sommes et où est-ce que nous allons. Et en tant que jeunes, je pense que les aînés devraient déjà nous accoutumer à de telles habitudes, d'autant plus que Socrate dit « connais-toi toi-même ». Et les Congolais, nous devons nous connaître pour nous parler, et nous parler pour nous comprendre, et nous comprendre pour baliser le chemin d'un avenir radieux. De partout, les Congolais exigent aux décideurs non seulement de produire de belles réflexions, mais surtout de s'engager à faire de la cohésion nationale l'élément moteur pour le développement. Voilà, comme annoncé sur ce plateau, Jean-Pierre Kambila, vous êtes de la majorité présidentielle. Peut-on dire que le dénouement est heureux, le dénouement de concertation nationale, puisqu'on est pratiquement au terme de ces travaux? Jusqu'à présent, les choses se sont très bien passées. Au niveau de chaque thématique, les discussions ont été parfois rudes, mais toujours empreintes de courtoisie. Et les conclusions ont été écrites, préparées et elles sont remises au fur et à mesure au Présidium. Nous aurons une assemblée plénière mardi ou mercredi et c'est de là que les recommandations finales seront rédigées pour être remises à son Excellence Monsieur le Président de la République. Donc je pense que les concertateurs, quel que soit leur horizon, leur origine, ont fait leur travail. Maintenant,
Donc quand on déclarait que ces concertations étaient à l'image d'un match qui se jouait en différé, c'est-à-dire les résolutions étaient déjà connues d'avance, il y avait déjà des cadres de la majorité qui avaient travaillé sur ça. Qu'est-ce que vous répondez à ces personnes-là? Est-ce que les discussions se sont faites en toute liberté? Vous avez tenu compte de l'apport de chacun ou c'était taillé sur mesure, les résolutions déjà connues d'avance? Imaginez que les opposants, les membres de la majorité et ceux de la société civile sont allés à ces concertations sans préparation, ce serait une insulte. Donc je ne suis pas surpris si l'on me dit que dans chaque camp, chacun s'était préparé et avait en poche quelques résolutions clés. Je ne dis pas non, c'est l'évidence même. On ne va pas à un forum d'un tel niveau sans se préparer à l'avance. Donc chacun s'était préparé à l'avance. Mais pour avoir participé de l'intérieur, je peux vous assurer que les discussions étaient sans complaisance, parfois même rudes, mais toujours empreintes de courtoisie. Bien évidemment qu'il y a eu quelques crashs, mais ça c'est tout à fait normal. Et maintenant que les propositions sont prêtes, nous allons les présenter au président de la République après la séance plénière. Et je pense que nous avons fait un travail sérieux. Et d'ailleurs, vous verrez bien qu'il y a parfois des recommandations contradictoires. Vous étiez dans la sous-commission de la thématique DDR, désarmement, démobilisation, réinsertion. Absolument. Certains membres de l'opposition avaient demandé à ce que vous puissiez autoriser aux groupes armés d'envoyer leurs représentants à ces concertations nationales. Finalement, on a eu vent de l'arrivée de quelques membres de groupes armés, pas tous quand même, mais essentiellement le M23 qui n'était pas là. Vous pensez que ces résolutions vont être imposables à tous? Non, pour moi, je crois qu'il faut que les élites politiques congolaises soient sérieux. Pendant presque 6 mois, ici, depuis le mois d'avril jusqu'à ce jour, le débat politique congolais ici était axé sur la nécessité de respecter les accords cadres d'Addis Abeba et notamment la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Une des conditions clés de ces deux documents, c'est que les groupes armés sont considérés comme des forces négatives. Donc lorsque l'opposition nous disait il faut respecter ceci, ça voulait dire il ne faut pas discuter avec les forces négatives. Alors, il faut qu'on soit sérieux. Ça c'est un. Deuxièmement, nous avons signé, la République a signé l'accord cadre. Et l'accord cadre définit ces gens-là comme étant des forces négatives à éradiquer par la brigade internationale pour laquelle nous nous sommes battus. Alors, vous voyez les Congolais, là, officiellement, en train de recevoir à Kinshasa les forces jugées négatives pour lesquelles nous nous sommes battus pour qu'il y ait une brigade. Ceux qui négocient avec le M23 à Kampala sont également les Congolais. Ce n'est pas la même délégués du gouvernement. C'est pas la même logique. Kampala a commencé, la discussion de Kampala découle de ces accords. Découle des accords et a fixé des limites. Donc le Congo doit respecter sa signature. Voilà pourquoi nous, dans cette thématique, nous avons une position qui est claire. Nous respectons la signature de notre pays, donc on ne discute pas avec ces gens-là. Mais pour ne pas avoir l'air des gens figés, fermés à tout, nous avons autorisé notre coordination à recevoir ces gens-là, du moins leurs représentants, parce que personne n'a quitté des zones de rébellion pour venir ici, nous le savons très bien. Or, il s'est avéré que la plupart des gens qui se sont présentés étaient soit du CNDP, c'est-à-dire qu'ils avaient déposé des armes depuis longtemps, soit, je m'excuse, mais des escrocs. Donc, ça s'est arrêté assez rapidement. Je reviens à vous tout à l'heure. Il était appelé à assumer une autre fonction
au sein des institutions. Eh bien, Jacques Joly, ancien premier vice-président de la CENI, va revenir au Sénat au cours de cette session budgétaire. Justement, la Chambre haute du Parlement, puisqu'on en parle, sachez qu'elle a voté ce samedi 28 septembre son calendrier avec comme l'une des priorités l'examen et l'adoption du projet du budget national. Éric Izami et Blaise Lunda nous en parlent. Les travaux des concertations nationales se poursuivent encore. La Chambre haute du Parlement n'a pas oublié la nécessité d'un calendrier pour la session budgétaire en cours. Les sénateurs, sous la présidence de Léon Kengo-Adondo, ont adopté les matières devant faire partie du calendrier. Le projet de loi prioritaire demeure naturellement le budget national pour l'exercice 2014. Aussi, le Sénat va valider à nouveau le mandat du sénateur Joly Etiengekeli Jacques, autrefois appelé à la fonction du premier vice-président de la CENI. Pour Léon Kengo-Adondo, les commissions doivent déjà se mettre au travail. Mais la répartition ayant été faite, les commissions ont été assignées. Les commissions doivent déjà commencer à se réunir pour examiner toutes ces matières, de manière à ce que nous puissions avancer. Et il est important que nous puissions avancer avant que le projet de budget nous arrive. Représentation de toutes les provinces de la RDC, le Sénat a également retenu l'examen du projet de loi portant statut des chefs coutumiers. Les futurs bénéficiaires en sont enchantés. Nous sommes obligés d'organiser les chefs coutumiers de manière à ce que dans chaque province, dans chaque village, les chefs coutumiers représentent la souveraineté de notre nation. Aujourd'hui, ils sont comme des clochards. Ainsi, les M23 arrivent, ils les enlèvent et placent les autres. C'est ça que moi j'estime que c'est une page que nous devons encore écrire, une page que nous devons prendre en considération. Ce ne sont pas des chefs coutumiers, ce sont des nobles traditionnels de Congo. Ce ne sont pas des sorciers. S'ils sont des sorciers, ils sont des sorciers positifs parce qu'il y a parmi eux des ingénieurs. La session ordinaire de septembre va durer 3 mois, soit du 15 septembre au 15 décembre 2013. Conformément au désir émis par les concertateurs, le ministre de l'Intérieur a ordonné la levée des barrières autour de la résidence du leader de l'UDPS, Etienne Tshisekedi. Aujourd'hui, nos reporters sont descendus sur place à la 10e rue Lumété, rue Pétignas, pour finalement constater que les nombreux checkpoints ont été levés autour de la résidence du président de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Cette décision permet également, il faut le dire, de favoriser une fluidité dans la circulation dans ce coin de la capitale. Justement, suite à cette levée de barrières autour de la résidence d'Etienne Tshisekedi, Augustin Kabouya, porte-parole adjoint de ce parti, estime que malgré cette levée de barrières, cette décision ne met pas fin à la crise politique actuelle née des élections contestées de novembre 2011. Il est au micro de Jouzen Belebele. Avec la levée des barrières autour de la résidence du Dr Etienne Tshisekedi, au regard des mensonges distillés dans l'opinion en rapport avec l'objet en marge, l'IDPS prit l'opinion tant nationale qu'internationale de noter ce qui suit. Le pouvoir a installé un poste de police au croisement des avenues Boulevard Lumumba et la 10e mairie en 2004. Ces barrières ont été multipliées et renforcées avec des éléments de GR. M. Lambert Mende et Obé Minaku ont toujours soutenu que ces forces combattantes avaient pour mission de sécuriser le président Etienne Tshisekedi. La joie exprimée par les écoliers et les élèves des écoles environnantes ainsi que les habitants du quartier après la levée des barrières demain prise en plénière de la session de l'Assemblée générale des Nations Unies et à la veille de l'arrivée de la délégation du Conseil de sécurité de l'ONU, cette décision vise à faire croire qu'enfin la crise politique électorale est terminée. Monsieur Kabila, je reviens à vous.
vous avez un peu souri sur ce plateau en entendant la déclaration de porte-parole adjoint de l'UDPS. Est-ce que parce que certains avaient quand même demandé qu'il y ait un dialogue direct entre le président Joseph Kabila et le leader de l'UDPS, M. Etienne Tshisekedi, pour décrisper un peu la situation politique et pour mettre fin à la crise qui est née, la crise post-électorale de 2011. Est-ce que vous ne pensez pas que ces gens qui demandaient ça avaient raison? Mais pour dialoguer, il faut être à deux. Pour dialoguer, il faut être à deux. Lorsqu'on a perdu des élections, on commence par reconnaître qu'on a perdu des élections. Et si on le veut, on félicite celui qui a gagné. C'est déjà le début d'un dialogue. Mais pour dialoguer, il faut toujours être à deux. Et jusqu'à présent, je n'ai pas encore entendu le président de l'UDPS accepter sa défaite et encore moins féliciter le vainqueur. Et lui, il dit qu'il a gagné les élections. Nous ne sommes pas d'accord sur ce point-là. C'est une opinion que nous n'admettons pas parce qu'elle n'est basée sur rien. Même les gens qui ont dit clairement que les élections chez nous avaient posé des problèmes n'ont jamais dit que le président de l'UDPS avait gagné les élections. Le président de l'UDPS n'a pas attendu le résultat des élections pour proclamer qu'il a gagné. Il n'a même pas attendu les élections. Il s'est autoproclamé avant. Donc, ce n'est pas une crise post-électorale. La crise, elle a commencé au jour où le président de l'UDPS s'est autoproclamé président de la République avant les élections. C'est là l'acte fondateur des problèmes actuels. C'est pas après. Bien, le collectif 24 et l'Observatoire des médias au Congo ont organisé ce samedi 28 septembre un débat public à l'occasion de la Journée internationale du droit d'accès à l'information autour du thème « Garantir l'accès à l'information pour promouvoir la cohésion nationale, la paix et la bonne gouvernance en RDC ». La rencontre a eu lieu dans la salle VIP 2 à la paroisse Notre-Dame de Fatima à Gombe. José Moussangana et Pepito Matondo, reportage. Au cours de ce débat public consacré à la Journée internationale du droit d'accès à l'information, les intervenants sont revenus sur l'importance d'accéder à l'information en vue d'en savoir plus sur la gestion de la chose publique. Nous estimons donc qu'en permettant aux Congolais, à tous ceux qui vivent dans ce pays, d'accéder à l'information, les dirigeants congolais vont non seulement contribuer à une meilleure connaissance, à une meilleure maîtrise de ce qui se passe dans notre pays au niveau de la population, mais que cela va permettre une meilleure adhésion à ce qui est fait et aussi favoriser la transparence dans la gestion, favoriser une meilleure compréhension des actions qui sont menées au niveau de la population. Plusieurs pays, dont la majorité se trouve en Afrique, ont adopté une législation sur l'accès à l'information. Ainsi sont-ils engagés dans un mode de gouvernement plus transparent, ce qui n'est pas toujours le cas pour la République démocratique du Congo, et le Forum national en est une illustration probante. Le fait de ne pas transmettre en direct les concertations nationales, le gouvernement a privé le peuple congolais de son droit de savoir les enjeux qui les touchent. Depuis 2010, la proposition de loi sur l'accès à l'information a été déposée au Sénat et jugée recevable. Mais en dépit de réclamations de la société civile, cette proposition de loi n'a jamais été programmée dans le calendrier de travaux du Sénat pour le vote. Autre chose, lutter contre la mortalité infantile, c'est le cheval de bataille de l'UNICEF. Cette agence des Nations Unies qui milite depuis plusieurs années pour le bien-être de l'enfant a initié la formation des animateurs de base sur les pratiques familiales essentielles. La dernière séance a eu lieu ce samedi 28 septembre à Limité, cette fois avec les confessions religieuses. Reportage Willy Kacha. L'ampleur de la mortalité infantile en République démocratique du Congo continue à interpeller sur les approches à mettre en place dans le système de santé en vue de solutions appropriées. Selon les enquêtes menées par l'UNICEF, la principale cause de mortalité infantile reste le paludisme, la malnutrition, les infections respiratoires aiguës et les maladies diarrhéiques. Ces enquêtes récentes montrent également
que plus de 80% des CDC se produisent à domicile sans aucune référence aux structures de santé. Au-delà de l'amélioration de l'accès aux services essentiels tels que la santé, l'eau ou l'assainissement, les familles et les communautés ont un rôle crucial à jouer dans le processus de prise en charge de leurs enfants. D'où cette initiative de formation des animateurs de base sur les pratiques familiales essentielles par l'UNICEF en partenariat avec 5 confessions religieuses. Depuis quelques années pour réduire sensiblement la mortalité infantile. Il y a des maladies appelées les maladies de main sale qu'on peut facilement éviter. Et l'UNICEF est en train d'appuyer ces activités au sein des confessions religieuses pour réduire la mortalité des enfants. Nous comptons beaucoup sur les confessions religieuses, en particulier les 5 avec lesquelles nous avons signé un protocole d'accord pour que ces confessions religieuses puissent amplifier le message au niveau des différentes structures, des différents canaux qu'il y a dans ces confessions religieuses, tels que les groupes de jeunes, les groupes de mamans, les écoles, les ménages, parce qu'ils sont capables de faire des visites à domicile, de visiter les familles et de parler de ces questions pour que les gens puissent d'abord avoir l'information et pouvoir changer progressivement des comportements. Et nous espérons qu'avec le temps, si les comportements changent, il y aura certainement une évolution en termes de taux de mortalité des enfants. Avec le concours des confessions religieuses, l'UNICEF reste optimiste quant à la réduction de 2/3 des taux de mortalité d'ici 2015. Le calme est enfin revenu dans la concession Mukonzo à Kingabwa. Après plusieurs mois de tumulte, le propriétaire peut enfin jouir de son bien. Images et commentaires, Jouzen Belebele et John Ngomboa. Située à l'extrémité est du quartier Kingabwa, dans la commune de Liberté, la concession dite Mukonzo retrouve finalement le calme grâce à l'intervention des forces de l'ordre déployées sur ce site depuis quelques temps. Nous sommes ici parce que nous sommes requis par le parquet pour assurer la sécurité de cette concession. Propriété privée de M. Mukonzo, ce terrain avait suscité convoitise et déchaînement des passions. Mis dans l'incapacité forcée de jouir de son bien, les propriétaires s'en étaient donc remis aux instances judiciaires et à la police. Nous sommes ici munis d'un ordre de mission venant du parquet général de la République ainsi que de nos autorités. Donc nous ne sommes pas là parce que le concessionnaire nous a pris chez lui à la maison pour sécuriser le terrain. Nous demandons aux femmes maraîchères de savoir qu'aucun terrain appartient à quelqu'un. Le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. Et si ils estiment que ce terrain leur appartient, ils doivent prouver devant les instances judiciaires que ce terrain leur appartient. Si cela n'est pas le cas, ils n'ont qu'à laisser au propriétaire du terrain parce qu'il a ce document et nous sommes là pour le sécuriser. Si ce terrain, cette concession ne l'appartenait pas, je pense que les autorités de la République écoutent et suivent à tout moment ce qui se passe ici. On aurait déjà dû mettre cette police en dehors de cette concession. C'est ça. La force est à la loi, rappelle sans cesse les forces de l'ordre et les hommes de loi une manière de mettre en garde tout fauteur de troubles sur ces sites ou ailleurs. Un mois en sport, à l'issue de son dernier congrès tenu à Rio de Janeiro au Brésil, la Fédération internationale de judo a engagé un certain nombre de réformes en rapport avec le fonctionnement des fédérations nationales. Papi Katassi nous en parle. De Rio de Janeiro, la Fédération internationale de judo a mis en place des dispositions statutaires obligatoires pour les fédérations nationales, membres de la Fédération internationale de judo. Du préambule, les nouvelles dispositions exigent que la fédération soit une association ou société à but non lucratif. De l'objet, les dispositions statutaires donnent aux fédérations le droit d'améliorer la qualité de l'enseignement du judo. Sur le plan administratif, le congrès ou l'assemblée générale de la fédération doit être composé des représentants élus de clubs membres de la fédération sans possibilité de procuration. Toutefois, des membres d'honneur peuvent siéger au congrès ou à l'assemblée générale. Un congrès ou une assemblée générale doit être réunie au moins tous les 2 ans. Une commission de contrôle des votes devra être mise en place avant chaque congrès ou assemblée générale. La fédération doit être dirigée au moins par un président
un secrétaire général et un trésorier. Les dirigeants doivent être élus démocratiquement par le Congrès. L'Assemblée générale de la Fédération, de la dissolution, les statuts prévoient que la Fédération ne peut être dissoute que par un Congrès ou Assemblée générale spécialement convoquée à cet effet et par une proposition supportée par une majorité de 2/3 des votants. Dans ce cas, le secrétariat de la FIGE doit en être informé dans le plus bref délai. Les nouvelles dispositions exigent à la Fédération de présenter la totalité de ses comptes à la Fédération internationale de judo, au Comité national olympique et à l'organisme d'État chargé des sports à première demande. Une nouvelle en bref avant de conclure ce journal avec notre invité. En conformité avec les recommandations du ministère de l'Enseignement supérieur universitaire et recherche scientifique, l'ISIPA, Institut supérieur de l'informatique, programmation et analyse, a organisé ce samedi 28 septembre le test d'admission pour l'année académique 2013-2014, consacré notamment à la culture générale. Ce test d'admission a concerné les finalistes du secondaire qui ont obtenu moins de 60% aux épreuves de l'examen d'État. Jean-Pierre Kambila, je reviens à vous pour boucler cet entretien. Doit-on s'attendre, à l'issue de ces concertations nationales, à la formation d'un autre gouvernement que celui dirigé par le Premier ministre Matata, qui, il faut le dire, jouit quand même d'une certaine confiance de la population? Oui. Je pense que lorsqu'on en réunit comme ça l'élite politique d'un pays pour qu'ils réfléchissent, c'est bien pour que les choses changent. Autrement, ça ne sert à rien. Je m'attends donc à ce qu'il y ait quelque chose. Dire le contraire serait... Quelque chose, ça veut dire quoi? Un gouvernement d'union nationale, un gouvernement de large ouverture? La notion de gouvernement d'union nationale signifie que les plus grandes forces du pays se mettent d'accord pour mettre entre parenthèses pendant un certain moment la notion même de l'opposition. C'est comme ça que ça se passe. On essaye de mettre dans... Là, il faudra réviser la Constitution, puisque dans la Constitution, il est clairement dit qu'il y a la majorité et il y a l'opposition. Non, ce n'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Vous allez créer une nouvelle majorité présidentielle? Non. Union nationale, ça veut dire que tout le monde est d'accord sur un programme. Toutes les forces sont d'accord sur un programme et ils le mettent en exécution pendant un certain temps. Est-ce que c'est possible aujourd'hui en République démocratique du Congo? Je pense que c'est difficilement possible. Parce qu'il y a des forces politiques qui, contrairement aux forces républicaines qui se sont réunies en concertation, ne sont pas venues. Donc on ne peut pas dire qu'ils n'existent pas. On doit bien constater qu'ils ne sont pas venus. Ceci dit, les forces républicaines qui se sont réunies peuvent très bien composer un gouvernement de large ouverture, un gouvernement dans lequel on retrouverait certaines forces... Avec Matata comme Premier ministre. Ah mais, disons, les noms ne m'intéressent pas, les personnes ne m'intéressent pas. Ici, nous sommes là face à une problématique nationale. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les Congolais, du moins la grande majorité des Congolais, se sentent unis dans un gouvernement, représentés dans un gouvernement pour faire que... Merci Jean-Pierre Kambila. Je rappelle que vous êtes concertateur et cadre de la majorité présidentielle. Merci. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous, c'est demain. Je vous retrouve à 19h. Portez-vous bien. Excellent suite de programme sur Antena. Bon week-end à vous toutes et tous.